Alors, je me mets parfois en colère et mon enfant rit, je suis paumée. Alors ça, c'est quelque chose qui me parle. D'ailleurs, j'en parle dans mon bouquin. J'ai écrit un texte par rapport à ça. Parce que moi, j'avais mon fils qui, effectivement, quand il était petit, quand je me mettais en colère, il me regardait et il rigolait. Donc ça m'a vachement mis au travail parce que je me demandais en fait ce qui se passait pour lui en fait quand je me mettais en colère. Alors ça pouvait avoir deux effets, soit ça me mettait encore plus en colère parce que j'avais l'impression en tout cas que mon autorité était mise à mal. Et du coup, je suis allée travailler ça, en fait. Je suis allée bosser aussi cette notion d'autorité. Où est-ce qu'on plaçait l'autorité? Est-ce que les rires de mon enfant étaient aussi la même interprétation que ce que j'imaginais? C'est-à-dire, est-ce que vraiment c'était des rires de moquerie? Et je pense que je me... Alors, je peux peut-être me tromper parce que je n'ai pas l'interprétation exacte. En tout cas, ce que ça m'a donné comme impression dans l'après-coup, c'est qu'en fait, il ne se moquait pas de moi. C'était plus qu'il y voyait, comment dire, euh, cette situation qui était un peu loufoque. Je crois qu'il y avait cette notion-là, c'est-à-dire qu'il me regardait, je pouvais me mettre en colère pour des choses parfois un peu futiles, et je pense qu'il me montrait la mauvaise place dans laquelle j'étais. Enfin, c'est pas une histoire de mauvaise place, mais en tout cas, la place pas juste dans laquelle j'étais. Parce qu'effectivement, j'aurais pu le dire d'une manière, j'aurais pu le prendre d'une autre manière, j'aurais pu moi aussi amener de l'humour ou du rire là-dedans. Et je pense que c'est ce qui m'invitait à aller voir. Donc petit à petit, j'ai réintégré ce rire comme un moyen, comme une soupape en fait de sécurité quand je me plantais et quand je me rendais compte que j'étais à côté de la plaque. Voilà. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant moi de mon côté. Évidemment que là, c'est mon interprétation par rapport à la situation que je vivais. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, en tout cas, par rapport à ton enfant. Mais ça peut être intéressant d'essayer de faire cette prise de recul et d'aller voir un petit peu ce qui se passe en toi. Qu'est-ce que ça crée, en fait, quand tu l'entends rire? Est-ce que tu as l'impression que ton autorité est bafouée? Est-ce que tu as l'impression qu'il te met à mal, qu'il te met à mal? Voilà, c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe en soi. Et puis, on parlait d'une phrase que j'avais souvent dite quand j'étais dans les formations d'Access Consciousness et que je continue à dire, on en parlait hier avec des copines, c'est le quoi d'autre est possible. Donc, se sortir aussi un peu de son état avec ses interprétations et ses conclusions. Mon fils rit, donc ça veut dire que j'ai pas d'autorité d'ascendant sur lui, etc. Et c'est d'aller voir, en fait, de se dire quoi d'autre est possible, qu'est-ce que je peux créer dans cette situation qui pourrait amener de la nouveauté. L'autre question, en tout cas, qui est soulevée, je trouve, c'est qu'est-ce que l'autorité? Je l'ai un peu abordé juste avant, là, mais c'est où est-ce qu'on place notre autorité? À partir de quand on considère qu'il y a une autorité? Et aussi, qu'est-ce qui fait qu'on a encore besoin de cette hiérarchie, cette ascendance sur l'enfant? Alors ça, évidemment, ça va évoquer d'autres sujets. Voilà, c'est est-ce que l'autorité parentale est obligée de se poser avec un qui est au-dessus et l'autre qui est en dessous? Est-ce qu'on peut imaginer un équilibre entre les êtres avec une communication qui permettrait d'être dans une autorité pour l'un et pour l'autre? Enfin voilà, on pourrait en tout cas ouvrir plein de débats par rapport à ça. Évidemment, j'ai pas de réponse, mais en tout cas, c'est intéressant d'ouvrir ces portes-là parce que ça permet, comme je vous disais tout à l'heure, quoi d'autre est possible? Ça permet d'ouvrir à d'autres possibles et d'essayer d'autres choses plutôt que de rester dans ces verrous qui nous enferment et qui ne permettent pas de se rencontrer et de faciliter la communication. Parce que c'est ça, en fait, au bout du compte, hein, on veut communiquer. Alors, nous sommes souvent pas d'accord avec mon mari et moi, ça m'agace et les enfants en profitent. Ah, je suis désolée, je nasonne aujourd'hui, j'ai le nez un petit peu pris. Ouais, bah alors ça, évidemment, ça fait partie du parcours parental et familial qui peut être plus ou moins houleux en fonction des duos qu'on forme. Donc je comprends que ça puisse t'agacer. J'ai pu aussi passer par ces étapes-là d'agacement, de colère vis-à-vis de moi, vis-à-vis du papa de mes enfants. Alors, je pense que c'est pas facile d'éviter ça. En tout cas, ces désaccords. On peut les imaginer comme source d'inspiration et de création et d'expansion. Il faut que les deux puissent être aussi dans cette dynamique-là, je pense, pour pouvoir expanser au maximum. Euh,
Cependant, on peut aussi, de notre côté, je pense, voir vraiment aussi les choses d'une autre manière. Moi, je me dis que c'est une vraie richesse, en fait, que nos enfants puissent avoir accès à des portes d'entrée différentes. Si on fonctionnait de la même manière tous les deux, en fait, ils auraient un modèle auquel se référer, et puis toujours cette histoire de possibilités, ils n'auraient pas d'autre accès. Quand on a des éducations qui sont très différentes, ce que je trouve intéressant, c'est que l'enfant va pouvoir percevoir des choses, des choses qui sont pas similaires, c'est-à-dire il entend son père dire quelque chose, il entend sa mère dire quelque chose, et puis il va pouvoir petit à petit, si on lui laisse cette ouverture-là, en tout cas, et si on n'est pas dans c'est moi qui ai raison, c'est lui qui a tort, ou c'est lui qui a raison, c'est moi qui ai tort, mais de se dire que peut-être l'enfant petit à petit va faire ses choix et va pouvoir intégrer des choses qui lui conviennent selon sa propre vibration. Donc moi je trouve ça vachement intéressant en fait que le papa ou voilà, si c'est un couple père-mère, mais si c'est même de maman en tout cas ou de papa, qu'il y ait ces références différentes, parce que l'enfant va se rendre compte que la vie, ça fonctionne pas sur un modèle unique, en fait, qu'il y a des choses qui peuvent être vues sous des angles différents, avec des approches différentes, et que, en fait, on ne sait pas qui a la bonne réponse. On n'en a aucune idée. C'est à un moment donné savoir ce qui résonne pour soi. Donc ça peut être intéressant, alors déjà d'en parler évidemment avec son conjoint ou sa conjointe, donc en l'occurrence toi ton mari, peut-être si c'est possible évoquer ça, non pas sous la forme d'accusation, c'est pas bien ce que tu dis, j'aime pas ce que tu fais, non, mais c'est de dire écoute, toi tu as cet angle de vue, moi j'ai envie de te partager le mien, comment on pourrait se rencontrer là-dedans. Et puis, c'est d'aller voir aussi ce qu'on propose. Est-ce qu'on est en justesse avec ce qu'on propose? Est-ce qu'on est en indépendance aussi avec ce qu'on propose à notre enfant? Parce que c'est vrai que parfois, on est plutôt dans une réaction parentale, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a aimées chez nos parents ou des choses qu'on a détestées, et on va faire soit on va coller au système parental de nos parents, soit on va plutôt s'opposer au système des parents. De mon point de vue, tant qu'on est dans ce système-là, ça veut dire qu'on n'est pas totalement dans la créativité de soi à soi. Voilà, c'est qu'on est plus dans de la réaction, et donc on n'a pas encore trouvé notre système, le système qui nous convient, et le système d'éducation, de parentalité créative, où on va pouvoir rebondir au fur et à mesure de ce qui se propose. Donc c'est aussi intéressant d'aller voir ce qu'on propose, est-ce qu'on est juste avec ça, et puis de le transmettre du mieux qu'on peut, et d'accepter aussi effectivement qu'il y ait d'autres visions et d'autres points de vue. Moi, ce que je peux constater, c'est qu'effectivement, y a eu vraiment dans les couples une autorité, je parle des couples plus anciens, une autorité paternelle très très forte, donc avec une autorité qui était représentée par le père, la mère qui était plus enfin je fais des schémas un peu caricaturaux, mais en tout cas la mère qui était plus comment dire, entourer l'enfant à la maison, le père qui sortait, etc. Aujourd'hui, tous ces modèles sont complètement transformés, sont réinventés. Et je pense aussi que en tant que mère et femme, on a aussi des choses à lâcher du côté parental, parce que c'est vrai qu'on porte beaucoup de choses, et en même temps, de ce que je peux observer des retours, je me rends compte qu'on prend aussi beaucoup de place par rapport au père. On peut prendre beaucoup de place par rapport au père et avoir cette espèce de ligne directrice de moi je sais ce qui est bon, et donc pas toujours permettre au papa de prendre une place différente qui serait acceptée, même si c'est pas celle qu'on propose nous. Je sais pas si je suis très claire, mais voilà. Donc c'est aussi voir en fait, est-ce qu'on accepte que l'autre ait une manière de voir les choses très différente et une créativité différente? Est-ce qu'on laisse cet espace-là aussi? Est-ce qu'on lâche en fait, c'est lâcher une forme de contrôle, où on serait un peu dans la toute-puissance maternelle. Je mets beaucoup de pincettes parce qu'évidemment ça ne concerne pas tout le monde, mais j'ai pu observer ça quand même dans certaines duos et dans certaines familles, cette envie qu'à la fois le père prenne sa place, participe, mais en même temps si ça ne correspond pas à ce qu'on a fondamentalement au fond des d'une certaine manière on ne va pas accepter non plus qu'il intervienne. Voilà.
Donc c'est ok, je veux que tu interviennes, je te demande même d'intervenir, mais si ça correspond pas tout à fait à ce que j'ai décidé, dans ces cas-là, je suis pas d'accord, quoi. Donc c'est aussi qu'on aille voir, nous, en tant que mère, la posture qu'on prend. Est-ce qu'on laisse de la place à chacun? Euh, je ne nie pas non plus la charge mentale. Je constate encore aujourd'hui que même si les pères prennent de plus en plus de place, s'intègrent dans le système familial encore plus et encore plus, qu'il y a des nouvelles communications qui arrivent et c'est vraiment génial, il y a quand même encore une charge mentale qui est quand même portée majoritairement par les femmes, je trouve. Mais voilà, c'est aussi comment on peut lâcher du lest, comment on peut laisser la place. Et ça peut vraiment être riche d'informations quand on ouvre la porte à ces différentes possibilités. Après, je suis réaliste aussi que parfois, on se retrouve dans des binômes où il y en a surtout un des deux qui se sentent en capacité de transformer les informations, de réfléchir sur soi, d'essayer de transmuter les trucs, d'essayer de rebondir quand on se rend compte que la réponse n'a pas été dans la justesse avec son enfant. On ne fonctionne pas forcément au même timing non plus dans un binôme. Donc après, c'est à voir si dans ce binôme-là, on est obligé de se freiner totalement pour pouvoir être dans une espèce de cohérence. Parfois, c'est compliqué. On a vraiment des énergies, des timings très, très différents. Et parfois, on peut se rendre à l'évidence que ça ne fonctionne pas ou plus. Mais je pense qu'avant, on peut aussi trouver des passerelles pour essayer de se rencontrer et essayer laisser la place à chacun. Alors c'est sûr aussi que par moment, si on n'est pas d'accord dans le binôme, c'est vrai que ça peut créer des sons discordants et l'enfant peut être perdu par rapport à ça, peut en profiter parce qu'ils sont extrêmement doués pour s'infiltrer dans les petits espaces où il n'y a pas de cohérence. Donc je crois qu'au-delà du message, en fait, qui peut être différent, parce qu'on peut vraiment avoir des points de vue différents, je crois que c'est d'arriver à trouver en tout cas une cohésion ou une cohérence entre les deux pour pouvoir accepter que les discours soient différents. Et ça, on peut le dire à l'enfant. Voilà, papa, il voit... Enfin, ça, c'est mon point de vue. Mais après, c'est pareil, c'est adapté en fonction de chaque situation. Puis je dis pas que j'ai la vérité, j'en sais rien. C'est en tout cas ce qui me vient là dans l'instant. Mais on peut aussi dire à l'enfant que papa, il voit ça de cette manière-là, vous voyez ça de cette manière-là, vous avez des visions différentes et vous allez... vous allez soit créer une cohérence, soit vous lui proposez des schémas. Et puis, quand vous sentez que ça devient compliqué dans la communication, qu'il y a des freins, qu'il y a des choses qui vous éloignent, ça peut être intéressant aussi d'aller voir un tiers. Alors, parfois, ça peut être les amis, mais c'est vrai que les amis ne sont pas forcément tous objectifs. Mais ça peut être aussi aller voir un thérapeute, aller voir quelqu'un qui va vous accompagner là-dedans. Quand les deux sont dans cette démarche-là aussi pour essayer de sentir en fait les petits espaces qui vous empêchent de vous rencontrer vraiment et puis qui vous empêchent aussi de créer ensemble et puis d'amener cette fluidité en fait dans la communication. Donc ça peut être chouette aussi vraiment de se faire accompagner parce que c'est une tierce personne qui va avoir un regard différent sur votre situation dans laquelle vous êtes complètement la tête dedans et puis qui va entendre les choses de manière différente et qui va vous de manière différente. Voilà. En tout cas, c'est plutôt signe de bonne santé que tes enfants en profitent, effectivement, puisqu'ils sentent qu'il y a un désaccord et nos enfants sont là pour nous souligner les endroits où ça dissonne, où ça frictionne un peu. Donc, ils viennent juste manifester ça et donc c'est un super terrain d'exploration. Je dis super terrain d'exploration. J'imagine parfois méga inconfortable, mais en tout cas qui peut inviter vraiment à des transformations à la fois au sein de la famille et pour chacun des participants, des protagonistes de l'histoire. Donc ça peut être aussi vraiment source de découverte pour chacun de soi, de conscience en fait. Vous pouvez mettre des choses en conscience de vos propres blessures intérieures parce que c'est ça aussi la parentalité, c'est s'inviter à grandir au travers de nos enfants. Juste pour te dire que j'adore cette boîte et j'aime écouter tes réponses, elles m'inspirent. Merci beaucoup, ça me touche vachement. Merci.
Alors, je me sens débordée par toutes les tâches à faire, famille, boulot. Alors, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure dans une autre question. Euh, alors oui, effectivement, c'est un rythme parfois méga intense, presque surhumain, hein, d'être à la fois dans une mère, une femme, une copine. C'est complexe. Il y a encore beaucoup d'injonctions par rapport à ça. On a du mal à se lâcher la grappe, hein, sur cette notion de perfection et d'être dans tous les domaines incroyables, extraordinaires. On tient la route. Voilà, moi, je parle dans mon bouquin qu'on se prend les pieds dans la cape, mais c'est vrai que y a plein de fois où c'est quand même hyper haletant et qu'on peut se sentir largement débordé et en avoir plein la casquette. Donc ça, je peux carrément comprendre. Je sais pas s'il y a un mode d'emploi, je sais pas s'il y a des bonnes ou des mauvaises réponses par rapport à ça. En tout cas, quand on se sent débordé, c'est comment on peut, oui, peut-être se poser quelques questions sur comment je peux alléger mon quotidien. Est-ce qu'il y a des tâches, en tout cas, que je peux déléguer? Donc ça revient aussi à mettre, s'il y a un conjoint, son conjoint vraiment dans la team, pour pouvoir se faire accompagner, se faire aider, se faire épauler. Est-ce qu'il y a une obligation de faire toutes ces tâches-là, c'est-à-dire par exemple le ménage, la bouffe? Est-ce qu'on ne peut pas simplifier des choses pour rendre son quotidien vraiment beaucoup plus souple et beaucoup plus allégé? C'est pas très grave si les enfants, pendant quelques temps, ne mangent pas des plats élaborés tous les jours. On peut faire des choses qui sont bonnes et qui sont simples, sans partir dans de la haute cuisine. Quand on a les finances, il y a des trucs super qui existent, avec des box là, qu'on peut recevoir chez soi, avec des recettes qui sont pas préparées, qu'on fait ensemble, mais qui amènent tous les ingrédients et tout. Bon, là, évidemment, ça demande un budget, hein, donc j'entends que c'est pas accessible pour tout le monde, mais en tout cas, pour ceux qui le peuvent, pourquoi pas. Est-ce qu'on s'octroie du temps dans notre semaine, ou est-ce qu'on est totalement dévoué corps et âme à notre boulot et à notre famille? Ou est-ce qu'on a des moments pour soi, pour s'offrir de la douceur, pour s'offrir de l'amour, pour s'offrir de la légèreté, pour revenir à soi, à l'intérieur? J'aurais envie de dire qu'il ne le faudrait pas tout le temps, en fait, il le faudrait tous les jours. Donc ça, c'est vraiment comme un muscle à entraîner, parce que si on est en dehors de soi pendant une semaine entière et qu'on s'octroie peut-être 1 heure le week-end, il faut imaginer qu'on a entassé tout un tas de couches et que parfois 1 heure, ça ne va pas suffire. Donc c'est qu'est-ce qui serait possible pour qu'on puisse s'inviter à un retour à soi régulièrement, pour justement pouvoir libérer les choses qui sont un peu lourdes. Et un retour à soi, c'est quoi? C'est juste même 30 secondes, fermer les yeux, pour reprendre contact avec sa respiration, puis juste aller voir ce qui vit en soi. Est-ce que je suis plutôt calme, détendue? Est-ce que mes épaules sont comme ça, ou est-ce que je suis tranquille? Quelle émotion est en train de graviter à l'intérieur? Et ça peut être intéressant, parce que juste d'aller observer ça, déjà ça va ramener du mouvement, juste par l'observation. Voilà, donc ça permet de vider un peu la charge au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a possibilité de laisser les enfants, grands-parents, copains, donc là, c'est une invitation aussi à oser demander. Est-ce que vous osez demander de l'aide? Est-ce que vous osez déléguer les choses, ou est-ce que vous êtes un peu en warrior, qui avait à tout prix envie de réussir toutes les tâches toute seule, sans demander aucune aide? C'est des vrais cadeaux de demander aussi aux gens. Et c'est évidemment, on n'est pas non plus habitué à dire oui ou non. On a tendance parfois à dire bah oui, je veux bien, alors qu'en fait c'est un non. Donc c'est tout un apprentissage, tout ça. Mais de demander aussi parfois à l'autre de venir nous aider, ça peut être un cadeau aussi, et c'est de l'inclure dans la boucle. Donc il y a tous ces aspects-là. Et puis c'est se lâcher la grappe, parce qu'on se met souvent la pression, et je m'inclus dans tout ce que je suis en train de vous transmettre évidemment. On se met la pression sur le système éducatif qu'on veut transmettre. On pense que si nos enfants réussissent à l'école, c'est parce qu'on a été derrière, parce qu'on a réussi à les accompagner du mieux qu'on pouvait, que s'ils échouent, c'est parce qu'on n'a pas été assez présent. Mais heureusement que c'est multifactoriel et qu'on joue un rôle dans cet accompagnement, mais on n'est pas les seuls.
et se lâcher la grappe sur l'idée que tout ne se joue pas dans le système scolaire, que nos enfants vont pouvoir avoir une vie entière pour construire des choses, vont pouvoir élaborer, changer, se transformer, que peut-être oui, ils vont traverser des périodes qui vont être difficiles, qui vont être intenses, mais comme nous, en tant qu'adultes, notre vie, elle est pas plane, on traverse des émotions difficiles, on vit des choses pas faciles, et ça serait un leurre de se dire que nos enfants ne vont pas traverser ça. C'est pas que j'invite ça, au contraire, j'ai envie d'inviter la joie, la douceur, la légèreté dans la vie, mais on sait aussi qu'il y a des événements qui viennent nous perturber. Tout le monde va vivre des deuils, tout le monde va vivre des formes de séparation, on peut vivre des échecs, donc c'est aussi comment les accompagner en sachant que on est un référent, mais qu'on n'a pas que nous en tant que référent. Ils vont avoir aussi, si vous êtes avec un... Il y aura le conjoint ou la conjointe, et puis il y a tout le système familial autour, et s'il n'y a pas de système familial, il y a aussi les copains, il y a le système scolaire qui peut être un référent, il y a les émissions, les dessins animés qu'il peut regarder, en fait tout est source aussi de richesse pour pouvoir dépasser des challenges dans la vie, et c'est leur faire confiance aussi quand on va pas leur donner la béquille et leur fournir toutes les réponses quand ils vivent quelque chose qui est pas facile. C'est aussi vraiment faire confiance en leur capacité de dépasser ça, parce que quand on leur fait confiance, ils vont aller chercher en eux ces capacités-là. Ça ne veut pas dire débrouille-toi, je t'abandonne, mais c'est vraiment les laisser aussi élaborer et aller fouiner en eux les possibilités qui sont là et qui ne sont pas forcément encore toutes manifestées. Voilà, donc en tout cas, je comprends combien tu peux te sentir débordé, parce que c'est vraiment pas facile de trouver cet équilibre-là. En plus, il y a des âges quand même où les enfants demandent beaucoup plus de présence que d'autres âges. Donc c'est aussi s'offrir beaucoup de douceur, beaucoup de s'envelopper beaucoup d'amour, parce que c'est très challengeant parfois, et que parfois on aurait juste besoin de tout lâcher, d'aller s'enfermer dans un coin, qu'on nous foute la paix, qu'on n'entende plus rien, et qu'on puisse juste être avec soi et pleurer toutes les larmes de son corps si on a envie, ou crier tous les cris qu'on veut. Donc c'est aussi accepter cet espace de vulnérabilité, de limite temporaire, parce qu'on fait du mieux qu'on peut, et par moments on peut pas être partout, et c'est vraiment pas évident. Donc c'est aussi vraiment s'offrir beaucoup de douceur et beaucoup d'amour quand on peut pas, voilà, et qu'on le dise, je peux pas aujourd'hui.